corps retrouvé pour sa maman à Metz, c'est la fin de l'angoisse, comme le confirme son avocate. Bien entendu soulagée, en état de choc, elle s'est immédiatement effondrée, elle a pleuré parce que je crois qu'elle y croyait pas. Elle a d'ailleurs demandé à plusieurs reprises, est-ce que vous êtes sûre que c'est bien ma fille que vous avez retrouvée? Je crois qu'elle y croit, vraiment bouleversée, le mot qui me vient. Le périple d'Aurore et de son père a pris fin à 400 km de Metz, à Halluin, dans la maison d'une inconnue, après une panne d'essence. Michael Krakenberger frappe à la première porte venue avec sa fille Aurore. Il demande l'autorisation de téléphoner. La dame non seulement les a reconnus, très probablement grâce à la diffusion de leurs photographies, et a eu la présence d'esprit d'appeler les policiers locaux. Le lien a été évidemment rapidement fait, de sorte que les policiers de Lille ont placé rapidement en garde à vue le père d'Aurore pour des faits de soustraction de mineurs par ascendant. Selon le témoignage de cette habitante, ce ne serait pas le père qui serait responsable de cette fuite. Il aurait simplement voulu accompagner sa fille pour ne pas la laisser fuguer seule, dit-elle. Aurore qui aurait aussi cassé les portables pour que son père ne puisse pas appeler sa mère. Père et fille avaient mystérieusement disparu dimanche. Aurore avait décidé de passer le mois d'août chez son père à Metz, ce que sa mère avait accepté. Près de 30 personnes ont été arrêtées aux abords du Sacré-Cœur. On les surnomme les tresseurs. Ils réalisent des bracelets aux touristes, comme ceux qui ont accepté de nous faire une démonstration ce matin. Et puis avant qu'on les prenne, on leur dit « excuse-moi d'abord ». Originaire de Sierra Leone, Julien fréquente le parc depuis 15 ans. Hier, il faisait partie des personnes interpellées, mais selon lui, ce changé. Comment on le faisait, c'était avec une très grande gentillesse. Aujourd'hui, ça a changé. C'est des petits, l'Espagne est en crise. La majeure partie des petits qui sont ici, ils viennent de l'Espagne. Mais maintenant, c'est devenu violent. C'est pourquoi les policiers sont agités. Des vendeurs de bracelets plus violents et des arnaques toujours plus nombreuses. Ces phénomènes sont bien identifiés par les commerçants du quartier qui voient le comportement des touristes évoluer. Aucun d'eux n'a souhaité témoigner devant son magasin. Quand ils sont pas là, on fait plus d'argent. On ne fait pas plus d'argent, c'est que les gens ils sont plus détendus. On entend parler, par exemple, des guides qu'ils ne veulent plus faire venir leur groupe ici dans les quartiers parce qu'il y a trop de vols, il y a trop d'arnaques, il y a le pantole, il y a tout ça et ça avance pas. Ça fait des années que c'est comme ça et pour tout le monde, ça casse. Ce matin, la présence policière était renforcée et remarquée. Un moyen de dissuasion essentiel face à ces problèmes de délinquance. La sécurité des touristes dans la capitale fait partie des priorités annoncées par le ministère de l'Intérieur. Acheter une maison en Corse, cela pourrait bien être réservé aux résidents de l'île. C'est en tout cas l'idée lancée par Paul Jacobi, président du conseil exécutif de Corse, dans un entretien accordé à Corse Matin. Pour pouvoir acheter un bien immobilier sur l'île de Beauté, il faudrait y avoir résidé au moins 5 ans. C'est pas très bien parce que si la Corse c'est la France et qu'on est libre d'acheter où on veut, quand on veut. L'idée fait pourtant son chemin dans l'esprit de certains insulaires. Les Corses éprouvent de réelles difficultés pour se loger face à la flambée des prix et à la prolifération des résidences secondaires. Ils voient dans ce projet un moyen de lutter contre la spéculation foncière. J'estime que d'abord il vaut mieux penser à celui qui habite ici, qui puisse acheter quelque chose de pas trop cher, et après pensons à celui qui vient d'ailleurs, que lui a les moyens de pouvoir se payer quelque chose. Pour l'association France-Corse, ce problème n'est pas propre à la région. Vous pensez qu'on ne trouve pas de difficulté à se loger à Paris ou en région PACA? En quoi le problème qui se pose en Corse est-il différent de ce que l'on peut trouver ailleurs? Si l'on veut faire quelque chose parce qu'il y aurait ce type de problème un peu partout, je pense à l'île de Ré par exemple, où les gens aussi ont d'énormes difficultés, et c'est bien plus petit que la Corse, eh bien à ce moment-là, c'est au plan national qu'il faut voir les choses. Cette proposition arrive alors que l'officialisation de la langue corse a été condamnée par Manuel Valls. Décidément, certains élus entendent de nouveau tenter d'obtenir une réforme qui réserverait un traitement tout particulier à la région. Discutée à l'Assemblée en septembre, l'idée a tout de même peu de chances d'aboutir. Seule une révision de la Constitution pourrait permettre son application. Françoise vit seule avec sa maman de 91 ans dans un quartier pavillonnaire près de Toulouse. Ses fils habitent loin et pour sa sécurité, elle voulait une alarme. Elle a opté pour ce petit boîtier relié à son voisinage. En cas d'agression, en cas de malaise ou de problème, un petit bip et j'ai les voisins qui sont tout de suite prévenus.
Donc en une minute, à peine une minute, on est tout de suite prévenu. Donc c'est quand même intéressant et eux peuvent déclencher les secours. Agression, cambriolage ou problème de santé, sa communauté de voisins et d'amis est alertée immédiatement et simultanément. Elle s'est engagée aussi à appeler les secours. Françoise fera de même pour son amie Élodie. On a fait un peu plus connaissance grâce à ce système-là, on a échangé un peu plus. Et puis comme ça, on se sent un petit peu l'une et l'autre plus rassurés, plus en confiance. Mais pour l'inventeur de ce système, il n'est pas question que les clients de son alarme communautaire se substituent aux forces de police. L'objectif, c'est ça, c'est signaler qu'on a un problème, en sorte que nos amis et nos voisins et notre communauté puissent faire le nécessaire auprès de la force publique. Ce nouveau système a un autre avantage, le boîtier vaut moins de 300 € et il n'y a aucun abonnement. C'est un lieu idyllique, mais c'est aussi l'un des plus dangereux du département. Depuis le mois de mai, 4 personnes se sont noyées dans les gorges de l'Hérault. Pourtant, le danger est invisible. Nous avons des siphons, nous avons des systèmes de marmites, c'est-à-dire beaucoup d'oxygène dans l'eau, enfin beaucoup d'air dans l'eau, ce qui fait que la portance n'est pas la même et vous allez descendre pour être plaqué sur le fond. L'autre danger, c'est le saut et le risque d'une mauvaise réception dans une eau peu profonde. Vous êtes conscient des risques que vous prenez quand vous sautez ici? Ouais, mais c'est pas la première fois que je saute, j'ai pas commencé par ça. Des habitués qui ne semblent pas prendre la mesure du danger. Je pense que c'est hyper dangereux, hein, là, alors, là. C'est dingue. Il y en a un, vas-y, saute, l'autre, tu le fais pas, t'es pas capable, tu n'oses pas, donc ils finissent par sauter sans en avoir envie, donc avec tous les risques que cela comporte. Et pour décourager les jeunes, les mairies ont interdit le saut par arrêté municipal. L'amende s'élève à 135 €. C'est vrai que ça pourrait dissuader, mais l'application est extrêmement difficile. Comment on le verbalise, comment on l'identifie? Quand quelqu'un a un maillot de bain, il n'a pas forcément ses papiers avec lui. Le saut en rivière est pourtant la deuxième cause de tétraplégie en France. 90% des victimes sont des hommes, moyenne d'âge 20 ans. Les traumatismes peuvent être multiples. Lors du plongeon, on parle de la tétraplégie, donc c'est un accident sur le rachis cervical, sur les vertèbres cervicales, mais il peut être aussi associé à un traumatisme crânien qui est lui-même pourvoyeur de handicap très sévères. Cet été, les pompiers de l'Hérault sont intervenus une vingtaine de fois en eau vive. Chaque année en France, près d'1 millier d'accidents en rivière entraînent la paralysie. Les douaniers se postent sur un parking discret au bord de la Nationale 10. Beaucoup de camions, mais aussi des touristes qui fuient l'autoroute trop chère. Ici, les prises de marchandises illégales sont très fréquentes sur tout type de véhicules. C'est un bus en provenance du Maroc qui partait pour Bruxelles. Et donc, suite au passage du maître chien et de son chien anti-stupéfiant, il a marqué un bagage. Et dans ce bagage, donc, on peut voir de la résine de cannabis et là, de l'herbe de cannabis. Voilà, donc c'est des petites quantités, mais ça fait partie du travail, il n'y a pas tout le temps que des grosses affaires. Sous l'œil de la ministre du Commerce extérieur, les camions interceptés après un signalement sont fouillés minutieusement. Qui nous dit d'où il vient, où il va, qu'est-ce qu'il transporte. Si on comprend la langue, parce que des fois c'est pas toujours écrit, et si on ne sait pas, on va vérifier derrière. Même le réservoir de gasoil est inspecté, les douaniers cherchent du carburant agricole, détaxé et surtout interdit sur les routes. Vous avez l'habitude d'être contrôlé, monsieur ? Comme ça, non. Comment ça se passe habituellement? Comment ils vous trouvent? Habituellement bien, ça se passe bien. Ils font pas tout cinéma, mais c'est la première fois que j'ai eu le droit au gasoil, voilà quoi. Je ne savais pas qu'on faisait du contrôle de carburant, mais on m'a expliqué qu'il y avait des carburants qui n'ont pas les mêmes droits d'assises. Ça, je le savais, qu'en plus les assises ne sont pas harmonisées au niveau européen. Les douanes, en revanche, sont parfaitement coordonnées au niveau européen. Les contrôleurs s'éloignent de plus en plus des frontières. Chaque jour, ils effectuent une 50aine de missions comme celle-ci sur tout type de route, partout en France. Safe. Un moyen créatif d'apprendre l'anglais en utilisant des concepts venus de l'Occident. Le professeur Norbut Dramdoul a appelé son cours la chasse au trésor. Ouvert depuis à peine un mois, quelques 200 Tibétains locaux ont déjà signé. Dramdoul attribue ses aptitudes au langage à son expérience d'avoir étudié dans diverses villes de Chine.
Si vous sentez qu'il y a beaucoup de possibilités, alors vous avez davantage confiance. Vous pouvez accomplir beaucoup de choses. La raison la plus importante qui m'a poussé à revenir est que je me sens chez moi ici. J'aime ma culture et je peux visiter différents monastères. Les gens ont ici une quête spirituelle comme nulle part ailleurs. Nous aimerions partager ce qu'il y a de cool ici. Danpat Dorje, 23 ans, aide Dramdoul pendant ses vacances. Dorje est actuellement étudiant dans une université de Shanghai. Je poursuis des études supérieures et j'ai beaucoup d'opportunités de venir aider davantage de personnes à Lhasa. Le Tibet a besoin de nous. Le Tibet attend que nous fassions des contributions à son égard. Pour promouvoir la langue tibétaine, Dramdoul a lancé des cours en ligne pour les étrangers. La Chine a envoyé des étudiants tibétains étudier à l'extérieur de la région autonome à partir de 1985. Et former davantage de professionnels pour ce plateau autrefois isolé est un moyen d'accentuer le développement du Tibet et le leur. Et beaucoup d'étudiants choisissent de revenir après avoir été diplômés. Le Tibet est en changement, tout comme le reste du monde. Dramdoul déclare que dans le Lhasa d'aujourd'hui, l'on trouve plus de personnes, de véhicules, mais aussi davantage de choix. Il estime que de tels changements sont inévitables. C'est quelque chose en quoi j'ai toujours cru. Une langue est très importante, car le langage porte la culture et les traditions. Si le peuple tibétain ne parle pas le tibétain, alors la culture sera définitivement terminée. Dramdoul fait ce qu'il peut pour préserver cette culture unique. Il a trouvé sa vraie valeur dans son appel. Dramdoul déclare qu'agir bien et rendre les gens heureux constitue la philosophie centrale des croyances tibétaines. Dramdoul déclare qu'agir bien et rendre les gens heureux constitue la philosophie centrale des croyances tibétaines. Et il se sent chez lui, avec qui il est au plus profond de lui-même et d'où il vient. Depuis quelques jours, Florent récolte ses premières tomates. Elles ont 3 semaines de retard à cause des caprices du printemps. Donc les tomates, elles ont mis longtemps à apparaître, et elles sont restées vertes longtemps. Donc ça, c'est la marmande. Donc très petite cette année. Voilà, donc normalement c'est plutôt un calibre comme ça. Des fruits de petite taille qui souffrent de conditions climatiques inhabituelles pour le Languedoc-Roussillon. Même problème pour les aubergines et les courgettes, qui en plus sont touchées par l'oïdium. Comme il a beaucoup plu, ça a apporté pas mal de maladies. Donc tout ce qui est... Moi j'ai quasiment tout de malade. Conséquence, depuis quelques mois, Florent n'a pas les moyens de se verser un salaire. Sur le seul mois de juillet, son chiffre d'affaires est en chute de 50% par rapport à l'année dernière. Pas de récolte, pas de revenus. Voilà. Dur, hein. Et oui. Heureusement, on a un peu à manger quand même. À quelques kilomètres d'ici, ce sont les arbres fruitiers qui n'ont pas les rendements attendus. Malgré la lutte anti-gel menée par cet agriculteur, la moitié de sa récolte est perdue. Ça veut dire une perte sèche de 50%, avec derrière des fruits qui sont souvent très gros, donc difficiles à commercialiser. Au niveau national, pour les fruits à noyaux, les pertes sont estimées entre 30 et 50% de la production. Seul point positif pour les producteurs, comme le marché est tendu, les fruits s'échangent au prix fort. Blanc ou violet, en tresse de 500 grammes à 2 kilos, dans cette bastide médiévale, l'ail est une tradition. Acheter de l'ail au mois d'août, c'est commencer à préparer les bons petits plats des prochains mois. Je me vante toujours d'avoir toujours de l'ail à la maison, et puis là, je sais que c'est du bon ail. Dans tous les plats, on met un peu d'ail. C'est bon pour la santé, donc c'est bon pour moi. On va en prendre encore un peu, mais parce qu'après, il dure toute l'année, et c'est vrai qu'on est gros consommateurs d'ail. L'ail que l'on apprécie pour son goût, ses vertus thérapeutiques ou pour son côté décoratif. Ma mère va la suspendre dans sa cuisine. Comme il y a des murs en pierre, ça va ressortir agréablement et donner un cachet très terroir. Savoir tresser l'ail, c'est tout un art. Marie y consacre de longues heures. Il faut d'abord peler, trier, peser avant de tresser. Un travail minutieux qui trouve sa récompense. Moi je suis contente parce que les touristes, quand ils amènent une tresse d'ail, c'est peut-être un peu de leurs vacances qu'ils amènent aussi. Dans ce séchoir, plusieurs tonnes d'ail attendent encore leur mise en beauté. De quoi occuper Marie jusqu'à la mi-octobre. Son mari, Francis, n'oublie pas quelques précieuses recommandations à leurs clients. Vous le conservez, vous le mettez au chaud et au sec. Évitez de l'exposer à l'humidité et au froid. Donc pas dans un garage, pas dans une cave, etc.
Autour de la halle, l'ail s'achète et se déguste aussi. Le Tourin mijote, cette soupe à base d'ail, rissolée forcément dans de la graisse de canard. Petits et grands se régalent. Tu aimes Maëlys? C'est bon? Oh, c'est super. Très bon. Très très bon. Un plaisir qui fait même donner à l'ail un coup de chapeau. Un jour particulier pour Winnie Mandela. Après avoir rendu visite à son ex-mari ce jeudi, elle présente l'un des chapitres les plus secrets de sa vie. 491 jours, son livre relate sa détention durant l'apartheid. C'est très difficile de revivre cette période de ma vie. Quand je me relis, je trouve difficile de parcourir plusieurs paragraphes. J'en lis un et après je referme le livre, car cela me rappelle des souvenirs et c'est douloureux. La deuxième épouse de Nelson Mandela n'est mariée que depuis peu, lorsque l'icône de la lutte anti-apartheid est emprisonnée. J'ai été la moins mariée de toutes les femmes mariées, parce que nous n'avons quasiment jamais vécu ensemble. Arrêtée elle aussi pour son activisme politique, elle est placée à l'isolement de mai 69 à septembre 70. Le livre reprend des passages du journal qu'elle écrit en prison. Un document confié à l'un de ses avocats et gardé au secret pendant près de 40 ans. Nous communiquions à travers des lettres et quand il fut en prison, nous nous parlions à travers les barreaux. C'est la seule vie que nous avons connue. Des lettres que l'on découvre également dans ce livre. Winnie Mandela était venue accompagnée d'une de ses petites filles qui a saisi l'occasion pour remercier le peuple sud-africain pour les prières et le soutien manifestés quotidiennement depuis l'hospitalisation de son grand-père. Regardez bien chaque coup de pinceau. Anna Yeshe apprend la peinture de Tanka depuis 1 an et demi. Elle est née aux États-Unis et y a passé son enfance. Sa mère est tibétaine et son père américain. Cependant, les relations familiales ne sont pas la seule raison de son arrivée. Elle est profondément fascinée par cette forme d'art, à tel point qu'elle a consacré 1 an pour son apprentissage à l'université du Tibet et s'est entraînée dans la boutique de Tanka de son oncle. Je trouve que cela me va bien car je suis une perfectionniste. La peinture de Tanka a une méthode traditionnelle, donc vous devez la suivre parfaitement. Je trouve qu'elle est très paisible et c'est comme méditer quand vous baignez. Anna parle couramment le tibétain. Elle dit qu'elle aime les Tibétains parce qu'ils sont si heureux et qu'ils font toujours des dons. D'après elle, tout le temps qu'elle a passé ici l'a rendue telle qu'elle est aujourd'hui. Quand je suis ici, je me sens complète. Alors qu'aux États-Unis, je trouve qu'il me manque quelque chose. Ici, tout est tel qu'il doit être. Makiame est un lieu très prisé par les touristes à Lhasa. D'un restaurant local il y a 16 ans, l'endroit a été transformé en une société promouvant la culture tibétaine. Son histoire est aussi une histoire d'amour de ses propriétaires. Mu Xianghui a rencontré son mari tibétain à Beijing au moment où il essayait d'ouvrir une succursale. Elle a ensuite décidé de voir Lhasa de ses propres yeux. Quand je suis venue pour la première fois, j'ai été éblouie. Je n'avais jamais été si proche du ciel. Je n'avais jamais visité un endroit si pur. Je suis immédiatement tombée amoureuse du Tibet. Maintenant, ce couple voyage entre Beijing et Lhasa pour ses affaires. Madame Mu pense qu'elle fait partie du Tibet. C'est un autre endroit qu'elle appelle son pays natal. L'amour, les beaux paysages et la culture tibétaine sont ce qui l'a fait rester. Les gens viennent laisser des notes dans ses livres, mais le vrai charme du Tibet ne peut se ressentir qu'en venant ici en personne.